Bonjour à tous. Examen aujourd'hui du projet de loi sur la gendarmerie. La réforme défendue par Michèle Alliot-Marie vise à placer la gendarmerie sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Une réforme historique selon le gouvernement. La précédente date de 1798. Mais le PS se dit fermement opposé à ce projet de loi. Les sénateurs socialistes estiment que cette réforme démantèle la gendarmerie. Voilà pour l'essentiel. Nous partons tout de suite en séance. Alors, dans la discussion générale, la parole, justement, est à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. Et quand on est camarades. Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les événements de ce jour soulignent les exigences de la sécurité au service de la protection de nos concitoyens. Vous le savez, ce matin, à la suite d'une revendication qu'à l'AFP, ont été découverts dans un grand magasin des bâtons de dynamite entourés d'un cordon qui, heureusement, ne contenait pas les éléments susceptibles de produire une détonation, mais il est évident que ceci est une préoccupation. La revendication de ce dépôt a été faite par un groupe qui est inconnu de tous nos services de sécurité. Les forces de l'ordre ont immédiatement réagi puisque, avec une très grande réactivité, a été mis en place à la fois un cordon de sécurité bloquant les rues adjacentes. On a procédé à l'évacuation des personnes qui se trouvaient dans ce grand magasin. Bien entendu, quelques jours avant Noël, elles étaient particulièrement nombreuses. On a, bien entendu, fait les perquisitions nécessaires qui nous ont permis de trouver cette charge. L'enquête est évidemment en cours aujourd'hui pour essayer de déterminer l'origine de ces bâtons de dynamite ainsi que les auteurs à la fois du dépôt et de la revendication et pour pouvoir les interpeller et les traduire devant la justice. Par ailleurs, et compte tenu du fait que nous sommes dans une période sensible, j'ai décidé de renforcer les effectifs employés à la sécurisation à Paris et dans les grandes villes de province. Et dès demain, je tiendrai une réunion consacrée à la sécurité en cette période sensible avec les services de police et de gendarmerie, les services de renseignement, la RATP, la SNCF et les renseignements des grands magasins, ainsi bien entendu que les aéroports de Paris. Il s'agit de prendre les choses, bien entendu, avec la prudence et la sérénité nécessaires. Il s'agit aussi d'être vigilant et déterminé, et c'est ce que nous faisons chaque fois que la sécurité de nos concitoyens se trouve en jeu. Alors, ceci a bien entendu un rapport aussi très direct avec le projet de loi que j'ai l'honneur de présenter à la Haute Assemblée aujourd'hui. En effet, ce projet de loi concerne la gendarmerie, comme cela a été dit, et il organise le rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas besoin de le dire particulièrement ici, la gendarmerie est une force armée chargée de la sûreté et de la sécurité publique. Elle l'est aujourd'hui, elle le restera demain. Depuis la loi de Germinal en 6, aucune loi n'avait été adoptée sur le statut et les missions de la gendarmerie nationale. C'est un premier élément important. Et d'autre part, il faut également noter que c'est la première fois dans l'histoire de notre République que les deux forces de sécurité, civiles et militaires, seront placées sous la responsabilité pleine et entière du ministre de l'Intérieur. Même si, et cela doit être souligné aussi, depuis 2002, la gendarmerie a déjà été placée pour emploi, pour ses missions sur le territoire, auprès du ministre et sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur.
Mais au moment où, je vous l'ai dit, je souhaite constituer un grand ministère moderne de la protection des Français, ce rattachement est important et la gendarmerie nationale doit y tenir toute sa place au service de la protection des Français. Et le projet de loi vise finalement à faire une chose après le rattachement, c'est donner à la gendarmerie les moyens de participer ainsi pleinement à la constitution de ce grand ministère moderne de la protection des Français. Le projet de loi répond ainsi à une exigence de modernisation et d'efficacité et dans le même temps, parce que je considère aussi que c'est une condition d'efficacité et de modernisation, il conforte l'identité militaire de la gendarmerie. Permettez-moi de vous le dire, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur est logique. L'environnement de la sécurité intérieure évolue, son organisation doit évoluer pour être adaptée aussi à cette évolution générale. Le poids des missions intérieures de sécurité de la gendarmerie avait, je vous le rappelais tout à l'heure, justifié le rattachement pour emploi en 2002 au ministère de l'Intérieur. Eh bien, aujourd'hui, il est logique et il faut aller au bout de la démarche. La séparation entre les missions et les moyens, vous l'avez souvent souligné dans cette haute assemblée, se révèle artificielle. Dès lors que l'on confie des missions, il faut que les moyens nécessaires aux missions soient gérés de la même façon. Confier aux responsables de l'emploi le budget, c'est une exigence de rationalité et d'efficacité. D'ailleurs, l'esprit de la LOLF et temporairement les contraintes budgétaires imposent plus que jamais la cohérence des actions de l'État. Que la mission sécurité dépende du ministre de l'Intérieur à travers les deux programmes police nationale et gendarmerie nationale est donc quelque chose de logique. Et d'ailleurs va nous permettre d'avancer, parce que les mutualisations, les regroupements de marchés qui sont ainsi facilités par ce rapprochement de la gestion des moyens va nous permettre d'améliorer à la fois les coûts et aussi l'interopérabilité entre les forces de la police nationale et les forces de la gendarmerie nationale. Deuxièmement, il faut bien voir également que rattacher la gendarmerie au ministère de l'Intérieur va nous permettre de moderniser un certain nombre de procédures qui dataient, pour un certain nombre d'entre elles, du XIXe siècle. Et il en va ainsi de l'abandon de la procédure de réquisition pour l'engagement des unités de gendarmerie au maintien de l'ordre. Alors, je vais insister un tout petit peu là-dessus parce que je sais que ça a fait débat, y compris au sein de vos commissions. Je veux rappeler simplement une chose. Qu'est-ce que c'est que la réquisition? La réquisition, c'est ce qui permet à l'autorité civile de disposer de moyens, et notamment des forces armées, dont elle ne dispose pas normalement, organiquement, pour le maintien de l'ordre. C'est effectivement un héritage de la Révolution, je le rappelle, qui avait été ensuite transcrit dans le Code de la Défense. Mais dès lors que la gendarmerie est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, cette procédure formelle n'a plus lieu d'être, quand bien même la gendarmerie reste une force militaire. Il est quand même assez peu cohérent que le ministre soit contraint de requérir une force dont il dispose. Parce que c'est ça le problème. Alors ça ne veut pas dire, mais non, pas du tout. La gendarmerie ne perd pas le statut, et d'ailleurs, je vais vous le dire. Cela ne veut pas dire, d'ailleurs, que tout formalisme disparaît. Personne n'imagine, par exemple, que pour l'emploi des véhicules blindés, l'autorisation du Premier ministre, ou par délégation celle du préfet de zone, puisse être supprimée. Ça, il n'en est pas question, dès lors qu'il y a des moyens importants. Cela se fait tout naturellement. Mais il faut aussi avoir un minimum de logique. Et d'ailleurs, vos commissions ont accepté le principe de l'abandon de la réquisition, mais un dispositif réglementaire, à leur demande, permettra effectivement d'encadrer le recours à des moyens qui sont des moyens lourds, des moyens militaires spécifiques, ou à l'usage des armes les plus significatives en cas de besoin. Le maintien de l'ordre public, nous le savons tous, exige de la maîtrise, du sang-froid, de la mesure, de la retenue. C'est d'ailleurs une des caractéristiques des forces de l'ordre françaises et une des raisons pour lesquelles nous servons souvent de référence et d'exemple à l'étranger. Et ceci est vrai aussi bien pour les forces déployées sur le terrain
que pour les chefs, que pour les autorités civiles. Gendarmes et policiers sont formés, sont préparés, sont entraînés dans cet état d'esprit. Et quand on compare la façon dont se gèrent les mêmes événements, y compris chez un certain nombre de nos grands voisins, qu'il s'agisse des États-Unis ou qu'il s'agisse d'un certain nombre d'autres grands pays, et chez nous, on voit bien la différence et on voit ce rôle que joue la formation. Vous avez pu, mais oui, je pense que, et je suis fière de le dire, et de temps en temps, il faut savoir dire que nous sommes les meilleurs, parce qu'effectivement, c'est reconnaître à leur juste titre les qualités des policiers et des gendarmes français. Soyons lucides. Nous ne sommes cependant pas, malgré cette maîtrise, à l'abri d'un incident grave. Et c'est donc la raison pour laquelle je prépare aussi, parce que je veux que les choses soient claires, je prépare une instruction permanente sur le maintien de l'ordre qui garantisse la traçabilité des ordres donnés en toutes circonstances. Je veux savoir qui fait quoi. Et je souhaite d'ailleurs aussi, et les responsables le savent, qu'il puisse y avoir, chaque fois qu'il y a des engagements lourds, des images qui soient tournées en permanence, parce que j'en ai un peu assez de voir des images qui sont tournées à partir d'un certain nombre de téléphones portables et qui ne montrent que ce que l'on veut bien montrer. Eh bien, je pense que comme ça évitera effectivement un certain nombre de polémiques stériles qui mettent injustement en cause les forces de l'ordre en oubliant trop souvent les provocations dont elles sont l'objet préalablement. Deuxième élément de modernisation, c'est l'articulation claire de l'autorité du préfet et du commandement militaire. Là aussi, je le sais, il y a eu un certain nombre de débats qui se sont produits dans vos commissions et d'ailleurs, j'ai déjà eu à répondre devant les commissions de ceci. Moi, je veux simplement rappeler une chose, c'est que depuis 6 ans, sans que me soit remonté ni comme ministre de la Défense, ni comme ministre de l'Intérieur, aucun signe de difficulté, cette articulation entre ce que fait le préfet et ce que fait le commandement militaire des gendarmes s'est déroulé sur le terrain à de nombreuses occasions. Aujourd'hui, l'autorité du représentant de l'État s'exerce déjà sur les services de police, bien sûr, et sur les unités de gendarmerie. Le préfet fixe les missions, c'est la moindre des choses. La hiérarchie militaire de la gendarmerie détermine, elle, les moyens opérationnels d'organisation et d'exécution de la mission. Puis, ce commandement rend compte de l'exécution de ces missions et des résultats obtenus au préfet. C'est quelque chose qui se passe et c'est ce que nous inscrivons dans la loi. Ni le préfet ni ses collaborateurs n'ont à s'immiscer dans le détail de l'organisation ou de l'exécution du service. D'ailleurs, ils n'en ont pas la formation la plupart du temps, sauf quand il s'agit effectivement de préfets qui viennent de la gendarmerie. Il y en a un certain nombre. Mesdames et messieurs, s'il y a modernisation, il doit aussi y avoir, et d'une façon déterminée, maintien d'un certain nombre de principes. Et dans ces principes auxquels je tiens, vous le savez, sur tous ces bancs, parce que vous m'avez souvent entendu au cours de ces derniers mois et de ces dernières années le dire, c'est que la gendarmerie est un des piliers de la République. En confortant son identité militaire, le projet de loi réaffirme sa place au cœur de notre pacte républicain. Parce que, et je vais le redire une nouvelle fois, parce que c'est ma conviction profonde, la France a besoin d'une force de sécurité à statut militaire. Et là, nous avons les bases de la démocratie et de la République. Héritière d'une longue histoire, la gendarmerie a toujours su démontrer sa capacité d'adaptation, grâce notamment à l'éventail de ses savoir-faire, qui est une de ses caractéristiques, et à ses compétences. La gendarmerie assure et doit continuer d'assurer la couverture du territoire national, aussi bien en métropole qu'outre-mer. Elle sait allier les modes d'action militaire et l'exercice de la police administrative et judiciaire, et ceci dans des conditions parfois difficiles,
Elle le démontre et je pense que nous pouvons tous saluer ce qui se fait, notamment en Guyane, dans la lutte contre l'orpaillage. Et c'est pas ce que je fais, c'est ce que font les gendarmes. Et je trouve qu'ils doivent en être remerciés parce que c'est souvent très difficile, qu'ils essuient régulièrement des coups de feu et qu'ils travaillent dans des conditions effectivement particulièrement ardues. La gendarmerie sait aussi se mobiliser à tout moment, en temps de paix, en temps de crise, voire même en temps de guerre. Et sa présence au sein de la mission de l'Union européenne en Géorgie, au Kosovo, en Côte d'Ivoire notamment, en sont l'illustration. Et n'oublions pas que c'est autour d'elle que j'ai pu créer la force européenne de gendarmerie, qui est un outil de gestion de crise, de sortie de crise sans équivalent, et que cela a entraîné l'adhésion de nos 27 partenaires. La gendarmerie, c'est, ne l'oublions jamais, une condition d'effectivité de la démocratie dans sa traduction quotidienne. Son encadrement, ses valeurs, son esprit de discipline aussi, lui dictent le strict respect des droits de la personne humaine en toutes circonstances. Et je l'ai vu en de nombreuses circonstances. Elle garantit aussi aux magistrats le libre choix dans l'exercice de la police judiciaire. Et ça aussi, c'est une base de notre démocratie. Elle assure la continuité de l'État sur tous les territoires de la République. L'équilibre entre police et gendarmerie est le corollaire de cette double participation à la protection de nos concitoyens. Il n'est pas question d'aller vers une fusion de la police et de la gendarmerie. Et je le dis très nettement ici. Et j'espère, messieurs, que tout le monde partage ce point de vue. J'espère que vous saurez le dire, sans aucune restriction. Et cela sera d'ailleurs, au-delà de ma personne, la meilleure garantie pour les gendarmes de ce qu'ils conserveront toujours leur statut militaire. J'espère donc que sur ce point, j'aurai votre unanimité, mesdames et messieurs, parce que sinon, cela laisserait entendre que vous avez derrière la tête d'autres idées qui sont radicalement opposées aux miennes en la matière. Il n'est pas question de fusion entre la police et la gendarmerie. Le président de la République l'a affirmé, chacune de ces institutions a sa culture, son histoire, son identité, et la différence des statuts est un atout pour notre pays. Et dans le même temps, l'équilibre doit être respecté entre la police et la gendarmerie. L'équilibre et la complémentarité des missions, qu'il s'agisse de police judiciaire, d'ordre public, de renseignement ou d'international. L'équilibre et le respect des zones de compétence. Ensuite, il n'est pas question de détourner les effectifs de la gendarmerie pour renforcer au quotidien la police nationale dans sa zone de compétence, ce qui n'empêche pas, en tant que de besoin, qu'il puisse y avoir un soutien en hommes quand cela est nécessaire lors d'une crise ou d'une situation particulière. Je crois que, d'ores et déjà, policiers et gendarmes ont l'habitude de se prêter main forte dans des circonstances exceptionnelles. Équilibre, enfin, par la parité de traitement dans le respect des différences de statut. C'est également un point auquel je suis attachée et j'ai mis les structures en place pour que cette parité soit respectée tout en respectant les spécificités des statuts. Mesdames, oui, c'est vrai, vous n'êtes que des hommes, là, mais il faudrait peut-être faire un petit effort. Ah oui, pardonnez-moi, oui, oui. 1 sur 6, remarquez, au-delà, ils auraient peur, sans doute. Bon, pardon, nous sommes en dehors de ça. Mesdames et messieurs les sénateurs, donc, le projet de loi qui vous est soumis conforte le statut militaire de la gendarmerie. Il définit la gendarmerie.
Allez, messieurs, soyons. Je pense que c'est un sujet suffisamment sérieux. On nous regarde. Je pense que c'est un vrai sujet. Donc, je pense que le débat, effectivement, exige cela. Oui, en attendant, c'est moi qui suis ici. Vous n'avez pas fait la même chose. Le projet de loi définit donc la gendarmerie comme une force armée instituée pour veiller à la sûreté et à la sécurité publique. Il fixe ses missions en rappelant qu'elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. Il répartit les attributions des ministres de l'Intérieur, de la Défense et de l'autorité judiciaire, en soulignant celle du ministre de la Défense en particulier pour l'exécution des missions militaires. Il précise les sujétions et obligations imposées aux officiers et sous-officiers en matière d'emploi et de logement en caserne. Il renforce ainsi la capacité de la gendarmerie nationale à assurer ses missions à tout moment et en tout lieu de sa zone de compétence. Plusieurs mesures d'ailleurs en découlent. D'abord, le recrutement dans les grandes écoles militaires. Il contribue à former des gendarmes qui reçoivent les bases de l'éthique et du savoir-faire propre à la gendarmerie. Ce recrutement dans les grandes écoles militaires sera maintenu, contrairement à ce que certains de vos amis, quand je suis arrivée au ministère de la Défense, avaient prévu, puisque les gendarmes échappaient, si je puis dire, pour leur formation aux grandes écoles militaires. Je pense que c'était une erreur. Je l'ai rectifié et j'inscris donc cela dans la loi, de façon à ce qu'aucun, sur vos bancs en particulier, ne puisse revenir sur ce sujet. Deuxièmement, la participation aux opérations extérieures. Elle permettra aux militaires de la gendarmerie de cultiver les valeurs militaires et de renforcer leurs liens avec leurs camarades des armées. Enfin, la défense continuera d'assurer une partie des soutiens. Qu'il s'agisse par exemple de santé, le service de santé des armées continuera d'être compétent pour les militaires de la gendarmerie, qu'il s'agisse du paiement de la solde, qu'il s'agisse du transport opérationnel. J'ai passé avec le ministre de la Défense 30 conventions qui, dans 30 domaines différents, perpétuent le soutien du ministère de la Défense pour les militaires de la gendarmerie. La concertation dans la gendarmerie restera elle aussi soumise aux règles en vigueur au sein de la Défense. Le ministre de l'Intérieur sera toutefois appelé à coprésider le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie. La création des groupements professionnels, par voie logique de conséquence, continuera bien entendu d'être proscrite, parce qu'elle n'est ni souhaitable ni nécessaire. Le statut militaire que j'ai modifié en 2005 garantit aux militaires une très large liberté d'expression, mais il est hors de question qu'il puisse y avoir des syndicats chez les militaires. Mesdames et Messieurs les sénateurs, le projet de loi soumis à votre examen repose, vous le voyez, sur une vision exigeante de la protection des Français. Une vision moderne, soucieuse d'adapter l'architecture de notre sécurité intérieure aux défis nombreux qui sont ceux du XXIe siècle. Une vision aussi pragmatique, consciente des atouts d'une force militaire de sécurité pour notre action quotidienne sur le terrain. Une vision ambitieuse, fondée sur l'efficacité, la coordination, la réactivité des deux forces de sécurité au service des citoyens. Cette vision, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est la mienne, c'est celle du gouvernement, c'est celle, j'en ai la conviction, des membres de votre haute assemblée. Et je vous en remercie, comme vous en remercieront les militaires de la gendarmerie qui savent votre reconnaissance, votre détermination et votre soutien. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Monsieur Jean Faure, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Ça va, Jean? Ça va. Oui, Monsieur le Président,
Madame la ministre, mes chers collègues, tout d'abord, avant d'aborder le texte, je voudrais vous dire dans quel esprit nous avons abordé votre projet de loi. Nous l'avons abordé ni pour servir la gendarmerie, ni pour servir la police, ni pour rendre service au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Finances. Nous l'avons abordé avec un seul esprit, c'est de rendre service aux Français. Et ce projet de loi, nous y sommes sensibles parce que d'abord nous sommes saisis en premier. C'est un caractère historique, puisque depuis la loi du 28 Germinal an 6, c'est-à-dire depuis 1798, aucune loi n'a été adoptée sur l'organisation et les missions de la gendarmerie. Les règles régissant le statut et les missions de la gendarmerie nationale reposent sur un simple décret qui date de 1903. Au-delà de son caractère historique, ce projet de loi comporte des innovations majeures. Ainsi, ce texte organise le transfert de la tutelle organique de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur, conformément à la volonté exprimée par le président de la République dans son discours du 29 novembre 2007. Cette mesure constitue une profonde réforme pour une institution placée depuis l'origine sous l'autorité du ministre de la Défense. Avant même l'annonce de cette réforme, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense avait décidé de constituer en son sein un groupe de travail chargé de réfléchir à l'avenir de l'organisation de la gendarmerie. Ce groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider était composé de mes collègues Michel de Messine, Hubert Haenel, Philippe Madrelle, Charles Pasqua, Yves Pozzo di Borgo et André Rouvière. De décembre 2007 à mars 2008, notre groupe de travail a procédé à une quarantaine d'auditions et à plusieurs déplacements sur le terrain. À l'issue de nos travaux, nous avons présenté 17 recommandations qui ont été adoptées à l'unanimité par la Commission et publiées dans un rapport d'information que vous avez eu en avril dernier. Pour l'examen du projet de loi, je me suis fondé sur ces recommandations. J'ai également entendu une quinzaine de personnalités, dont les représentants des différents ministères, mais aussi des anciens directeurs généraux et des officiers de gendarmerie, des préfets, des magistrats et des représentants d'associations de retraités. J'ai voulu m'inspirer, Madame la Ministre, d'une phrase qui figure dans le préambule du décret du 20 mai 1903 et qui dit la chose suivante. Il faut bien définir la part d'action que chaque département ministériel peut exercer sur la gendarmerie afin de sauvegarder cette arme contre les exigences qui ne pouvaient trouver leur prétexte que dans l'élasticité ou l'obscurité de quelques articles. Ainsi, à l'issue de ces travaux, j'ai proposé donc 18 amendements qui ont tous été adoptés par la Commission des Affaires étrangères de la Défense de notre Assemblée. À cet égard, je voudrais saluer ici le travail en commun et la grande convergence de vues avec la Commission des lois, son président bien sûr, et son rapporteur pour avis, notre collègue Jean-Patrick Courtois. La plupart des amendements adoptés par nos deux commissions sont en effet très proches et complémentaires. Quelles sont les principales préoccupations qui ressortent de ces amendements? Comme vous l'avez rappelé, Madame le Ministre, lors de votre audition devant nos deux commissions, ce rattachement constitue moins une rupture que l'aboutissement d'une évolution commencée en 2002. En effet, depuis un décret du 15 mai 2002, la gendarmerie nationale est placée pour emploi auprès du ministre de l'Intérieur pour l'exercice de ses missions de sécurité intérieure. Et plus récemment, en 2007, a été posée une responsabilité conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense concernant la définition des moyens budgétaires de la gendarmerie et de son suivi. Ainsi, on peut dire qu'aujourd'hui, la gendarmerie dépend déjà largement du ministre de l'Intérieur. Toutefois, le système actuel est bancal, car le ministère de l'Intérieur est responsable de l'emploi de la gendarmerie, mais il ne dispose pas des deux leviers importants que sont le budget et la gestion des carrières, qui constituent de relevé du ministre de la Défense. Le rattachement de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur permettra de réaliser l'unicité de commandement et de renforcer la coopération entre la police et la gendarmerie en matière de lutte contre la criminalité. Rappelons que les missions de sécurité intérieure représentent
95% de l'activité de la gendarmerie contre seulement 5% de ses missions militaires. Il permettra ainsi d'améliorer la protection des Français. Ce rapprochement permettra aussi de développer les mutualisations et les synergies des moyens entre les deux forces. Ainsi, les hélicoptères de la gendarmerie pourront être engagés au profit des deux forces, ce qui évitera de créer une deuxième flotte très coûteuse. De même, la mutualisation pourrait être développée, notamment pour l'achat des équipements, le soutien logistique ou encore les systèmes d'information et de communication. Ainsi, ce rapprochement favorisera les économies d'échelle et sera source d'économies pour les contribuables. Le rattachement de la gendarmerie nationale au ministre de l'Intérieur ne doit pas entraîner, et vous l'avez rappelé solennellement, la disparition du statut militaire de la gendarmerie nationale et sa fusion avec la police. La dualité des deux forces de sécurité, l'une à statut civil, la police nationale, l'autre à statut militaire, la gendarmerie nationale, n'est pas seulement un héritage historique. Ce principe constitue une garantie pour l'État républicain et les citoyens. Comme l'a rappelé le président de la République, nous avons besoin dans notre pays d'une force de sécurité à statut militaire capable de faire face à des situations de crise en métropole, outre-mer ou sur les théâtres d'opérations extérieures. Ce principe n'est pas remis en cause par le projet de loi. Celui-ci préserve le statut militaire de la gendarmerie nationale qui, tout en étant placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, restera une force armée. Pour ses missions militaires, la gendarmerie sera placée sous l'autorité du ministre de la Défense, qui continuera également d'exercer la compétence en matière de discipline. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie resteront donc des militaires, soumis au statut général des militaires. Afin de garantir la parité globale de traitement avec les policiers, ils disposeront d'une grille spécifique. Les amendements présentés par notre commission visent principalement à préserver le statut militaire de la gendarmerie, à conforter ses missions et son ancrage territorial. Nous avons ainsi proposé de réécrire l'article du projet de loi relatif aux missions de la gendarmerie, afin notamment de rappeler sa vocation première, veiller à l'exécution des lois, assurer l'ordre et la sécurité publique dans les zones rurales et périurbaines. Nos amendements visent également à assurer un équilibre entre l'efficacité de l'action en matière de lutte contre la criminalité et le respect des libertés publiques. C'est la raison pour laquelle, tout en approuvant la suppression de la procédure de réquisition pour l'emploi des gendarmeries au maintien de l'ordre, il nous a semblé indispensable de maintenir un minimum de formalisme pour l'emploi des moyens militaires, comme les véhicules blindés, ou pour l'usage des armes de certaines catégories, tant par les gendarmes que par les policiers. Personne n'imagine en effet que des véhicules blindés puissent être employés pour le maintien de l'ordre sans l'ordre écrit de l'autorité politique. Afin de préserver le dualisme policier, nous avons également souhaité rappeler le rôle essentiel joué par la gendarmerie en matière de police judiciaire et inscrire dans la partie législative du Code de procédure pénale le principe du libre choix du service enquêteur. Ce principe qui permet aux magistrats de ne pas dépendre d'un seul service pour réaliser leurs enquêtes constitue en effet une garantie fondamentale d'indépendance de l'autorité judiciaire. Enfin, il nous a semblé utile d'inscrire dans ce projet de loi l'obligation du logement en caserne qui participe de la disponibilité et de la proximité des gendarmes avec la population et les élus locaux. Je sais, madame, que nous avons sur l'un de ces amendements une petite divergence avec le gouvernement. Je veux parler de celui concernant l'autorité des préfets sur les commandements locaux de gendarmerie. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour nous de vouloir remettre en cause le rôle de direction et de coordination du préfet, le représentant de l'État dans le département en matière de sécurité. Notre préoccupation porte sur le respect du principe hiérarchique qui est consubstantiel du statut militaire. Une autre de nos préoccupations porte sur le respect des zones de compétence de la police et de la gendarmerie. Alors, la question qui est posée, et je pense que nous aurons l'occasion d'avoir une réponse tout à l'heure, c'est ne risque-t-on pas
d'aboutir à ce que les gendarmes soient appelés en renfort des policiers dans les grandes agglomérations, ce qui est légitime, au détriment de la sécurité dans les zones rurales ou périurbaines qui constituent pourtant leur vocation première. Je ne doute pas que nous parviendrons à trouver une formulation qui réponde à ces préoccupations. Enfin, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur pose la question de la coexistence d'une force armée, telle que la gendarmerie, d'une force de police nationale où le syndicalisme est reconnu. Vous l'avez aussi rappelé, très clairement. Dès lors que les gendarmes et les policiers sont placés sous une tutelle unique, comment éviter que s'expriment des revendications accrues tendant à un alignement des deux statuts qui aboutirait inévitablement à un effacement du statut militaire de la gendarmerie et sa fusion à la police? Disons les choses clairement, le syndicalisme est par nature incompatible avec le statut militaire. Donc, la gendarmerie doit continuer de relever des instances de concertation propres aux armées. Toutefois, il paraît nécessaire de définir de nouvelles modalités de participation du ministère de l'Intérieur aux instances de concertation de la gendarmerie. Les règles relatives au fonctionnement des instances de concertation relèvent pour l'essentiel du domaine réglementaire et c'est pour cela que nous n'avons pas souhaité modifier le projet de loi sur ce point. Je pense toutefois utile, Madame le ministre, que vous nous indiquiez quelles mesures seront prises pour assurer la coexistence harmonieuse des deux forces au sein de votre ministère. La principale force de la gendarmerie, ce sont des femmes et des hommes qui témoignent quotidiennement par leur disponibilité, leur dévouement, leur sacrifice parfois, de leur engagement au service de la population. Au nom de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, je veux leur témoigner ici notre reconnaissance pour leur action au service de la sécurité des Français. Sous réserve des amendements que je viens de vous présenter, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense vous proposera d'adopter ce texte de loi. Merci, Monsieur Jeanfort. La parole est à notre collègue Monsieur Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour avis de la Commission des lois. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, le gouvernement a adopté et déposé en premier lieu, cela convient d'être souligné, sur le bureau du Sénat, le projet de loi portant dispositions relatives à la gendarmerie. Répondant à la demande formulée par le Président de la République dans son discours du 29 novembre 2007, ce projet de loi organise le rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur. Ce rattachement organique est l'aboutissement logique d'une évolution entamée en 2002 avec le placement de la gendarmerie pour emploi auprès de ce même ministère. Il s'accompagne simultanément d'une réaffirmation du statut militaire de la gendarmerie, condition nécessaire au maintien du dualisme policier français. Compte tenu de l'attachement du Sénat au statut militaire de la gendarmerie, ce projet de loi a été renvoyé au fond à la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, notre collègue Jean Faure ayant été désigné comme rapporteur. Je tiens à souligner que Jean Faure et moi-même avons travaillé en commun tout au long de l'examen de ce texte, et je voudrais ici le remercier publiquement de sa totale disponibilité et de son écoute. Les amendements les plus importants adoptés par la Commission des lois sont pour la plupart identiques à ceux de la Commission de la Défense. Si le projet de loi est un texte court, dont l'objet est bien défini, il faut néanmoins remarquer qu'il s'inscrit dans un ensemble de réformes et de réflexions plus larges qui affectent ou qui vont affecter la gendarmerie. Je citerai ainsi le rattachement du budget de la gendarmerie au ministre de l'Intérieur à compter du 1er janvier 2009, les réflexions pour garantir la parité globale de traitement et de carrière entre policiers et gendarmes, le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui vise notamment à renforcer le lien entre sécurité intérieure et sécurité extérieure, la future loi de programmation militaire et naturellement la révision générale des politiques publiques, RGPP. La gendarmerie est donc à un tournant de son histoire. Il convient de négocier d'autant mieux que l'existence de deux forces de police, dont l'une à statut militaire, est un atout dont la France ne peut et ne doit se priver. En effet, l'existence de deux forces de sécurité intérieure est une richesse à préserver. La gendarmerie, du fait de sa vocation interministérielle et de son positionnement à la lisière de différents univers, joue un rôle important d'équilibre. C'est d'ailleurs un moyen pour le gouvernement de se prémunir contre tout mouvement de contestation ou de grève de l'une des deux forces. C'est aussi une garantie d'indépendance et d'impartialité pour l'autorité judiciaire qui dispose ainsi du libre choix du service de police judiciaire compétent.
En outre, cela crée une émulation entre services enquêteurs et permet, lorsqu'un policier ou un gendarme est mis en cause, de saisir un service enquêteur n'appartenant pas à son corps. La gendarmerie nationale assure aussi la police judiciaire et la prévôté dans les armées. Ce rôle particulier au sein des forces armées, mais en dehors des armées, explique que la gendarmerie soit qualifiée d'arme. Ce positionnement permet à la gendarmerie de contrôler les armées. À cet égard, elle est indispensable, car les autres solutions ne sont pas satisfaisantes. Soit les armées se contrôlent elles-mêmes, soit cette mission incombe à la police nationale, qui ne dispose pas de la culture militaire suffisante. L'existence de deux forces à l'organisation et au fonctionnement distincts est également nécessaire pour faire face à des besoins différents. La police et la gendarmerie sont compétentes sur l'ensemble du territoire de la République, notamment en matière de police judiciaire et de maintien de l'ordre. Elles n'en ont pas moins des zones de compétences privilégiées. Sur le plan géographique, à la logique de concentration de la population et des unités de la police nationale dans les très grandes agglomérations s'oppose une logique de maîtrise des espaces et des flux pour la gendarmerie nationale. Ces différences commandent le choix de l'organisation et du statut de chaque force. La maîtrise de 95% du territoire par la gendarmerie suppose un maillage dense de petites unités très déconcentrées. Cette organisation requiert une disponibilité totale que seul le statut militaire permet, disponibilité qui implique à son tour le logement en caserne. Si l'utilité du dualisme policier n'est pas contestable, il doit néanmoins être coordonné et rationalisé pour atteindre son maximum d'efficacité. Plusieurs écueils doivent être évités. Une concurrence exacerbée et des rivalités, les doublons, la non-interopérabilité. Toutefois, il convient de remarquer que ces écueils existent également au sein même d'une force de police ou entre plusieurs forces de police de statut civil. Ils ne sont pas spécifiques au dualisme français. À cet égard, la situation française, avec deux forces principales de sécurité intérieure, est relativement concentrée par rapport à d'autres démocraties, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les États-Unis, où chaque agglomération ou chaque Länder dispose de sa propre force de police. Tout l'enjeu du projet de loi réside dans cette double exigence: préserver le dualisme et renforcer l'efficacité des deux forces. Je crois, Madame le Ministre, que ce projet de loi, tel qu'amendé par nos commissions, y parvient. Il pose les garde-fous nécessaires et ouvre la voie à des coopérations et synergies renforcées. Le projet de loi finances pour 2009, que nous venons d'examiner, prévoit d'ailleurs de nombreuses mutualisations. Toutefois, là encore, le souci d'équilibre doit toujours prévaloir. La lutte contre les doublons ou les défauts de coordination, aussi légitimes qu'elles soient, ne doit pas faire perdre de vue les vertus du dualisme. La mutualisation des moyens ne doit pas être recherchée systématiquement par principe, car au final, c'est la spécificité de chaque force qui perdrait sa justification. Sauf exception, la capacité à travailler en commun ne doit pas conduire à fusionner des unités ou services. La concurrence entre deux forces, à la condition qu'elle ne soit pas exacerbée, est aussi un facteur d'efficacité. Ces remarques valent également pour certaines des fonctions support qui font l'objet des principales mutualisations. À cet égard, je me réjouis par exemple que vous ayez confirmé devant la commission des lois que la fusion de l'Institut national de la police scientifique et de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale n'était pas à l'ordre du jour. Il me semble en effet important et indispensable dans ce domaine de conserver deux organismes. Je ne reviendrai pas sur toutes les dispositions du projet de loi. Mon collègue Jean Faure et vous-même, Madame le Ministre, les avez déjà présentées excellemment. J'insisterai seulement sur l'article 3 du projet de loi relatif à l'autorité du préfet, qui fait l'objet d'une divergence partielle de point de vue entre nos deux commissions. L'affirmation de l'autorité du préfet de manière aussi claire est politiquement importante, même si l'essentiel du chemin a été fait par la loi du 18 mars pour la sécurité intérieure. Elle dispose déjà que les préfets dirigent l'action de la police et de la gendarmerie nationale dans le département et que celles-ci doivent lui rendre compte de l'exécution de leur mission. Lors de votre audition, Madame le Ministre, vous aviez d'ailleurs déclaré que le projet de loi ne changerait rien à la nature des relations actuelles entre les préfets et la gendarmerie dans le département. Dans ces conditions, il est certainement possible de trouver un compromis respectueux du caractère militaire de la gendarmerie et de l'efficacité de l'action de l'État dans le département. Sous le bénéfice des observations et des amendements adoptés, la commission des lois a donné un avis favorable aux dispositions du projet de loi portant dispositions relatives à la gendarmerie. Merci, M. Courtois. La parole est à M. Jocelyn de Rohan, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.
chaud ce soir. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, les Français aiment leur gendarmerie. Elle s'inscrit dans leur tradition. Elle fait partie de leur paysage. Elle est ancrée dans les territoires puisque sa responsabilité s'étend sur 95% de la superficie de notre pays et couvre 50% de sa population. Les ruraux sont particulièrement attachés à cette arme qui leur assure la sécurité dans la proximité. Les contacts qu'elle a établis avec les habitants et leurs élus reposent sur la confiance et une très grande connaissance du milieu et de ses réactions. Et ce sont ces liens très particuliers qui font l'originalité et la force de la gendarmerie, autant que les missions qui lui sont confiées. Avant même le dépôt du projet de loi que nous examinons aujourd'hui, notre commission avait décidé de constituer en son sein un groupe de travail chargé de réfléchir à l'avenir de l'organisation et des missions de la gendarmerie. Présidé par notre collègue Jean Faure, ce groupe de travail s'est attaché à établir un état des lieux minutieux, des aspirations aussi et des préoccupations des membres de la gendarmerie. Ce travail remarquable auquel je tiens à rendre hommage a conduit, Jean Faure l'a dit, à la formulation de 17 recommandations qui ont contribué de manière très positive à éclairer notre approche du projet de loi et je voudrais également féliciter pour la qualité de leur rapport nos collègues Jean Faure et Jean-Patrick Courtois qui ont analysé avec beaucoup de soin les dispositions de la loi et proposé des amendements qui ne manqueront pas de l'enrichir. Comme l'a indiqué Madame le ministre de l'Intérieur lors de son audition devant les deux commissions des Affaires étrangères, de la Défense, des Forces armées et des Lois, la réforme qui place la gendarmerie sous l'autorité du ministre de l'Intérieur constitue un aboutissement et non une rupture. Cette novation a commencé en 2002, lorsque la gendarmerie, par un décret du 15 mai 2002, a été placée pour emploi et pour l'exercice des missions de sécurité intérieure auprès du ministre de l'Intérieur. Après qu'en 2007 ait été établie une responsabilité conjointe du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur sur la définition des moyens militaires attribués à la gendarmerie et de son suivi, le projet de loi consacre le transfert organique de cette arme et son rattachement budgétaire au ministère de l'Intérieur à compter du 1er janvier 2009. Nous faisons nôtre l'argument selon lequel ce rattachement permettra de réaliser l'unicité de commandement des deux forces de sécurité en renforçant leur coopération et la mutualisation de leurs moyens. Depuis 2002 d'ailleurs, la gendarmerie et la police coopèrent au sein des GIR dans la lutte contre la délinquance violente et les trafics illicites et au sein de plusieurs offices, comme par exemple l'Office contre le travail illégal. La mutualisation conduira à l'acquisition de matériel commun dans le domaine de l'armement, au rapprochement des fichiers judiciaires dédiés à l'analyse criminelle, à favoriser l'interopérabilité des réseaux de communication des deux forces, à réaliser des entraînements communs et à partager l'usage des hélicoptères en cas de nécessité. On s'est beaucoup interrogé sur les dangers que pourrait constituer pour les libertés publiques le fait de placer 249 000 policiers et gendarmes dans la même main. Les uns redoutent que cette concentration n'altère le caractère militaire de la gendarmerie et l'aligne sur les modes de fonctionnement de la police nationale, ce qui pourrait, on l'a dit tout à l'heure, mener à certaines dérives. Les autres souhaitent que soit maintenue la dualité de la police judiciaire et celle du libre choix du service enquêteur par le parquet ou le juge d'instruction. D'autres, enfin, redoutent que les revendications des uns ou des autres n'aboutissent à un alignement progressif des statuts respectifs de ces forces. Nous sommes unanimes au sein de notre commission à vouloir conserver le statut militaire de la gendarmerie, ça a été dit et redit par les orateurs qui m'ont précédé. La dualité statutaire des forces de sécurité constitue une garantie contre l'existence d'une superpolice qui pèserait d'un poids trop lourd dans l'État. Mais le statut militaire suppose que les gendarmes, quelles que puissent être leurs prérogatives, soient soumis aux règles qui régissent les forces armées, toutes les forces armées. La discipline, l'obligation de réserve, l'interdiction d'adhérer à un syndicat ou un parti politique, l'interdiction de faire grève. Nous ne voulons plus revoir
Les manifestations choquantes et inadmissibles qui se sont produites dans un passé qui n'est pas si éloigné, au cours desquelles des personnels en uniforme et en armes se sont permis de huer leur hiérarchie. Et je voudrais souligner la contradiction chez ceux qui se déclarent des partisans farouches de la dualité des forces de sécurité, tout en voulant étendre aux gendarmes le droit syndical et le droit de grève, ce qui conduirait inévitablement pour ces forces à ce statut unique auquel ils prétendent s'opposer. Comme tout corps militaire, l'efficacité et la cohérence de l'action de ses composantes reposent sur le respect de sa hiérarchie. Il est logique que dans les départements, les forces de sécurité soient placées sous l'autorité du préfet. La LOPSI a posé le principe que le préfet assurait la coordination de l'ensemble des dispositions de sécurité intérieure. Le décret du 29 avril 2004 est encore plus précis, puisqu'il dispose que le préfet de département a la charge de l'ordre public. Nous ne sommes pas opposés à ce qu'il soit précisé que la gendarmerie dans les départements soit placée sous l'autorité du préfet, mais notre commission tient essentiellement à ce que cette prérogative s'exerce dans le respect de la hiérarchie militaire. Il appartient au préfet de département de fixer au commandement du groupement de la gendarmerie départementale ses objectifs et ses missions, mais le choix des moyens et des modalités d'exécution revient exclusivement à celui à qui il incombe de les mettre en œuvre. La suppression de la procédure de réquisition pour la plus grande partie des activités de la gendarmerie nationale nous a semblé raisonnable en raison de la lourdeur de cette procédure et de son inadéquation aux missions ordinaires de la gendarmerie. Les circonstances peuvent cependant conduire à une intervention de grande ampleur des forces de sécurité, impliquant des moyens lourds tels que les véhicules blindés susceptibles éventuellement d'entraîner l'usage des armes. Dans de telles conditions, il n'est pas possible de recourir à de simples ordres verbaux pour employer la force. Une procédure d'autorisation est nécessaire qui se substituerait à la réquisition complémentaire spéciale et dont les modalités seront définies par décret en Conseil d'État. La parité de traitement avec les policiers fait l'objet d'une forte attente de la part des personnels de la gendarmerie qui ont le sentiment qu'à mission égale ou même parfois plus nombreuse, on observe un décrochage de la rémunération par rapport aux policiers. Si l'on veut éviter de nouveaux remous au sein de la gendarmerie, la création d'une grille indiciaire spécifique aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie est nécessaire, mais encore faut-il que la mise en œuvre de la grille n'aboutisse pas à creuser la différence avec le reste de la communauté militaire. Il en est de même pour ce qui est des instances de concertation de la gendarmerie. Les mécanismes de représentation des personnels de la gendarmerie doivent s'inspirer des principes qui prévalent pour ceux des autres armes, mais le ministre de l'Intérieur devra évidemment participer ou être représenté au sein du Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie. Il importe enfin que les gendarmes maintiennent avec la population de leur ressort un lien de proximité constant et une présence visible. L'organisation territoriale, comme les restructurations éventuelles, doivent refléter ce souci et marquer que la gendarmerie reste la force de sécurité du monde rural et de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la rurbanité. Le transfert de la responsabilité organique de la gendarmerie du ministère de la Défense au ministère de l'Intérieur ouvre une nouvelle page de son histoire. À ceux qui redoutent que la concentration des deux forces de sécurité en une seule main ne mette en péril les libertés publiques, on fera observer que c'est l'état de droit et pas seulement le dualisme des forces qui garantit cette liberté. Je crois qu'on peut définitivement conjurer le spectre de Joseph Fouché parce que, Madame le Ministre, comme vous n'avez été ni régicide, ni terroriste, ni comploteuse, on imagine bien que vous ne mettrez pas vos pas dans sa trace. La loi que nous examinons maintient la triple spécificité administrative, judiciaire et militaire de la gendarmerie. En soulignant que la police judiciaire constitue l'une des missions essentielles de la gendarmerie, le législateur, à l'initiative du rapporteur de notre commission, notre collègue Jean Faure, rappelle très justement que la gendarmerie est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois. En confiant au ministre de la Défense la responsabilité de la formation initiale, de la conduite des opérations militaires, de la collation des grades, de la discipline, le caractère militaire de la gendarmerie est clairement affirmé et maintenu. L'emploi par le ministre de l'Intérieur de cette force armée
est strictement définie et réglementée. Mais ce n'est pas seulement dans les textes qu'il faut rechercher des assurances sur le respect des lois et des principes républicains, mais dans le comportement de ceux qui sont chargés de les appliquer et dans la conscience qu'ils ont de leurs devoirs. Pour nous, qui côtoyons les personnels de la gendarmerie au quotidien, nous n'éprouvons aucun doute à cet égard. Nous connaissons leur respect scrupuleux de la légalité et leur dévouement, leur professionnalisme, la diligence et parfois le courage et le sang-froid dont ils font preuve dans l'exercice de leur délicate mission. Nous sommes convaincus qu'ils continueront dans leur nouveau statut à faire preuve des vertus qui leur valent l'estime et la confiance de la nation. Alors, dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Madame Anne-Marie Escoffier. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, j'étais pendant ce dernier week-end auprès de nos amis gendarmes pour fêter avec eux leur patronne, Sainte-Geneviève, un temps fort de solidarité et d'amitié auquel ils m'avaient associée. C'était pour moi l'occasion de prendre le pouls d'une arme à laquelle, vous le savez, je suis particulièrement attachée. J'ai pu mesurer en de nombreuses circonstances les valeurs portées par la gendarmerie, rappelées dans un court film qui nous a été présenté ce jour-là. Un film qui traduit parfaitement l'état d'esprit du général Gilles, appelant ses hommes à être pleinement des militaires, des hommes du terroir, des hommes de la loi. 3 caractéristiques qui sont toute la culture, toute l'âme de la gendarmerie. C'est en raison de mon attachement à la gendarmerie, Madame le Ministre, que je me permets d'appeler avec la plus grande force et avec une totale conviction votre attention sur les difficultés que je relève dans ce projet de loi. Le premier problème, je sais que je le défendrai avec beaucoup moins de véhémence que notre collègue qui était là il y a quelques minutes, Monsieur Jean-Pierre Raffarin, qui vous a interpellé il y a quelques jours lors du vote du budget de la mission sécurité. Il a dit son inquiétude de voir la gendarmerie intégrer le ministère de l'Intérieur et être placée sous l'autorité du seul ministre de l'Intérieur. Non pas de vous, Madame le ministre, mais d'un ministre qui, demain, ferait fi de l'indispensable dualité entre les forces de police et les forces de la gendarmerie. La séparation organique actuelle entre police et gendarmerie est le garant des principes républicains que nous sommes nombreux ici à défendre de toute notre âme. 2 forces distinctes, sous 2 autorités distinctes, mais œuvrant à la sécurité des personnes et des biens. Ce mode de fonctionnement était-il si inefficace qu'il faille le changer? N'avait-on pas, et depuis bien longtemps, compris que police et gendarmerie devaient fonctionner en complémentarité? N'avions-nous pas mis des modus vivendi qui ont fait leurs preuves? Les GIR, par exemple, les redécoupages territoriaux, la fidélisation sur les territoires urbains pour les uns, ruraux ou périurbains pour les autres. Depuis 2002, police et gendarmerie sont sous l'autorité fonctionnelle du ministre de l'Intérieur et au plan local sous celle du préfet. Chacun s'accorde à reconnaître les bons résultats obtenus sans guerres intestines. Quel peut être l'apport de ce rattachement, cette intégration, cette fusion, peut-être demain organique? Une meilleure coordination? Elle n'est pas affaire de structure, elle est affaire d'hommes. Une meilleure gestion des ressources humaines? Elle impliquerait une révolution culturelle pour que chacune des entités fasse un pas vers l'autre en matière de déroulement de carrière, de représentativité dans des organismes syndicaux ou non syndiqués, de mesures à caractère social. Une gestion plus efficiente des budgets?
parce que les budgets ne vont pas être confondus, mais qu'ils resteront chacun rattachés, qui à la DGPN, qui à la DGGN, ils garderont leurs spécificités propres et surtout des niveaux décisionnels distincts, les uns au niveau zonal des SGAP, les autres au niveau central avec une gestion déconcentrée au niveau régional. La tâche des préfets pour donner une cohérence à l'action des deux forces ne s'en trouvera pas simplifiée. La détermination des critères d'appréciation des programmes et des BOP, police et gendarmerie, a d'ailleurs clairement montré les limites d'un exercice de comparaison quasiment impossible. Le deuxième problème fondamental touche aux prérogatives de la gendarmerie en matière de réquisition. Je voudrais redire ici les arguments de deux anciens directeurs généraux de la gendarmerie nationale, anciens présidents de chambre à la Cour de cassation, qui ont dénoncé l'abandon de la procédure de réquisition de la force armée, fondant l'action de la gendarmerie de statut militaire depuis le décret de 1903. Ils écrivaient « Il est insupportable au regard des libertés publiques que la gendarmerie nationale soit désormais laissée dans les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public à la disposition du ministre ainsi qu'à la discrétion des préfets, sans la garantie fondamentale de la procédure de réquisition à force armée. Au regard des libertés publiques, il est à mon sens essentiel que la gendarmerie, force armée instituée pour veiller à la sûreté et à la sécurité publique, chargée de la défense des intérêts supérieurs de la nation, soit le garant de cet équilibre démocratique qui passe par une procédure spécifique de réquisition à force armée. Renvoyer à des décrets, fussent-ils en Conseil d'État, les procédures d'autorisation en cas de recours à des moyens militaires spécifiques et d'usage des armes à feu pour les nécessités du maintien de l'ordre est un artifice de forme, en aucun cas de fond, un pied de nez aux valeurs républicaines que je rappelais il y a un instant. Troisième point qu'il me faut souligner, c'est celui des conditions d'exercice de la gendarmerie en milieu rural. Nul n'ignore les engagements très récents pris par le gouvernement en son entier et tout dernièrement par le président de la République lui-même, en particulier au dernier congrès des maires. N'a-t-il pas assuré les élus de sa volonté sans faille de maintenir l'intégrité des zones rurales, d'y maintenir à toute force les services publics, de s'opposer à des mesures qui tendraient à réduire la présence d'hommes et de femmes qui font encore vivre nos territoires ruraux. Fils des territoires, disait le général Gilles des gendarmes qui participent très largement au quotidien à la vitalité de ces terroirs qui se videraient, n'était l'énergie de nos maires ruraux. Des maires qui acceptent aujourd'hui d'investir dans des casernes neuves de gendarmerie, qui font des emprunts sur 20 ans, sur 15 ans, et qui, si l'on n'écoutait que la mathématique comptable, verraient les effectifs de gendarmes se réduire comme peau de chagrin. Faut-il vraiment aujourd'hui, Madame le ministre, fixer la répartition des effectifs de gendarmerie à l'aune des statistiques sur le nombre de plaintes déposées, sur le taux d'élucidation des crimes et délits? Assurément, les statistiques sont plus favorables dans ces zones rurales que dans les grands centres urbains. Mais n'est-ce pas là, justement, la conséquence de cette présence précieuse, discrète, permanente, sur le terrain, d'hommes et de femmes en contact direct avec nos populations rurales? D'hommes et de femmes de statut militaire qui tiennent par-dessus tout à ce statut exigeant qui leur procure plus de devoirs qu'il ne leur apporte de droits, qui est le fondement même de leur culture, celle de l'assistance à autrui, de la générosité, du don de soi. Je ne veux certes pas opposer leur culture à celle des policiers et juger l'une par rapport à l'autre,
Elles sont différentes et il nous faut enrichir leur complémentarité. C'est un objectif qui n'a pas besoin de ce nouveau cadre de la loi. Le groupe RDSE, dans sa grande majorité, vous l'aurez compris, Madame le ministre, ne saurait donner son aval à un dispositif dont le souvenir, à une période qui n'est pas si lointaine, laisse en chacun de nous un goût par trop amer. Il croit fermement à la sagesse d'un gouvernement qui s'honorerait de garder deux forces de l'ordre, gage de l'équilibre sur lequel doit reposer notre démocratie. Bravo. La parole est à notre collègue Daniel Renner. Bonjour Daniel, vous allez bien? Monsieur le Président, Madame la Ministre, j'avais écrit Monsieur le Ministre, mais je le retire. Mes chers collègues, nous voilà devant un projet de loi au parcours un peu étrange. Enregistré en août dernier au Sénat et déclaré d'urgence, il n'arrive pourtant devant cet hémicycle qu'aujourd'hui. Mais il est néanmoins en avance par rapport aux dernières prévisions, puisqu'il était annoncé pour le mois de janvier prochain. En tout état de cause, il arrive trop tard par rapport à la loi de finances qui a déjà entériné son approbation, puisque budgétairement, la gendarmerie a été rattachée au ministère de l'Intérieur. Doit-on en déduire, au fond, que notre débat d'aujourd'hui serait de pure forme, et ce serait, une fois de plus, une mauvaise manière, avouons-le, que le gouvernement fait au Parlement? J'ai lu que vous affirmiez sereine pour défendre ce projet de loi rattachant la gendarmerie à votre ministère, mais l'affirmer ainsi laisse à penser qu'il pourrait y avoir un doute dans votre esprit, car ce ne serait pas totalement illégitime. Vous ne sembliez pas hier, ministre de la Défense, aussi favorable à ce projet. Et depuis qu'on l'évoque, de rencontres avec les uns en audition des autres, on ne voit guère grand monde s'enthousiasmer pour lui, particulièrement sur nos bancs, dans cet hémicycle, à gauche, certes, mais dans les rangs de la majorité, on a cru le comprendre. Peu d'empressement, des critiques plus ou moins exprimées. Demandez donc son sentiment à l'ancien Premier ministre. Effectivement, il n'est plus là, l'ancien Premier ministre qui siège dans vos rangs, j'entends bien, nous l'avons entendu en commission. En l'état, il ne voterait jamais un tel texte. Et en dehors de cette enceinte, c'est plus d'incompréhension, voire de crainte pour l'avenir, qui s'exprime chez nos collègues élus locaux, qui apprécient la gendarmerie près de chez eux, et enfin chez les gendarmes eux-mêmes, quand ils peuvent exprimer, off évidemment, ce qu'ils pensent réellement. Et pourquoi ce peu d'enthousiasme? Parce que s'il ne s'agit pas vraiment d'une réforme historique, depuis la loi du Germinal en 6, on l'a évoqué à plusieurs reprises, aucune loi n'ayant été adoptée sur le statut et les missions de la gendarmerie depuis, comme vous l'indiquiez devant nos commissions des lois et des affaires étrangères le 16 octobre dernier, il ne s'agit pas non plus d'un simple texte de conclusion d'un processus engagé depuis quelques années. Car c'est bien une loi, et la première, effectivement, depuis 1798, qui rompt donc avec une tradition biséculaire bien établie dans notre République, à quelques exceptions près qui n'ont pas été des périodes à retenir en matière de liberté publique. Elles ont été citées Premier et Deuxième Empire, Vichy. Pourquoi? Parce que cette loi organise le détachement organique et opérationnel de l'essentiel des missions de la gendarmerie nationale, de la défense nationale. En France, et ça a été dit, je le redis,
deux forces concourent à la défense de la sécurité intérieure, l'une civile, la police, l'autre militaire, la gendarmerie. Car la gendarmerie est une force militaire pourvue de compétences de police et pas une police à statut militaire. Vous connaissez le débat. Nous sommes attachés à ces principes et à cette dualité police-gendarmerie. Ce texte la met profondément en cause en plaçant dans la même main la disposition de ces deux institutions qui concourent à la préservation des libertés individuelles et à la sécurité collective, fondement du pacte social et républicain. Ainsi, elle est à la fois au service de la défense nationale, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Faut-il rappeler ici l'article 66 du décret du 20 mai 1903 qui est la charte de la gendarmerie. En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour assurer l'exécution des lois et règlements de l'administration publique, l'intention du gouvernement, de ce gouvernement de la Troisième République, est que ces autorités ne puissent en aucun cas prétendre exercer un pouvoir exclusif sur cette troupe. Lors de l'audition que j'ai évoquée précédemment, je vous avais dit que pour justifier et expliquer ce texte, Madame la Ministre, vous ne nous paraissiez guère convaincante, car vous ne me paraissiez guère convaincue, et je peux le comprendre. Ce texte balance en effet entre les contradictions pour tenter de convaincre qu'on peut concilier les inconciliables. Il détache la gendarmerie de la défense nationale et affirme son statut militaire. Avouez que c'est contradictoire. L'article 1er résume à lui seul toutes ces contradictions. La gendarmerie n'appartient plus aux forces et services des armées sous l'autorité du ministère de la Défense. Deuxièmement, la gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller, etc. Autre exemple, les commandants des unités territoriales sont placés sous l'autorité du préfet. Comment alors respecter et faire respecter le rapport hiérarchique, principe fondamental de l'institution militaire? Quant à la procédure de réquisition, voilà ce qu'en pensent, et je vais le redire parce que ça a son importance, d'anciens et éminents directeurs généraux de la gendarmerie. Il est surprenant, il est insupportable, au regard des libertés publiques, que cette nouvelle armée de l'intérieur, riche de 100 000 hommes, disposant d'unités blindées, et désormais dans ses missions et le maintien et le rétablissement de l'ordre public, soit laissée à la disposition de son chef et ministre, ainsi qu'à la discrétion des préfets, sans la garantie fondamentale de la procédure de réquisition de la force armée. Et plus loin, ils ajoutent, et la suppression catégorique de cette procédure, c'est dans l'article 2 pour la gendarmerie, ne peut être admise sous cette rédaction. Nous pourrions la qualifier de liberticide. Voilà une appréciation très sévère et portée par des spécialistes. Il est bien vrai, en effet, que si la réquisition, qui fondamentalement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, permet à une autorité civile d'obtenir les moyens des forces armées, et c'est qu'elle n'est plus une nécessité, alors c'est qu'au choix, le ministère de l'Intérieur n'est plus une autorité civile, ou la gendarmerie n'est plus une force armée. Ou alors, dernière hypothèse, les mots n'ont plus de sens. Le décret de mai 2002, en confiant la responsabilité de l'emploi de la gendarmerie uniquement au ministère de l'Intérieur pour les missions de sécurité, avait de fait réduit la portée des textes fondamentaux de 1798 et de 1903, qui, eux, demandaient à la gendarmerie de répondre aux sollicitations des ministres de la Défense, de la Justice et de l'Intérieur. On ajoutait même de l'outre-mer à l'époque. Ce n'était donc pas, à vrai dire, une totale nouveauté, même si pour le ministre de l'Intérieur de l'époque, il était important que cela apparaisse comme tel. Police et gendarmerie ensemble, c'est plus de pouvoir concentré pour une seule personne. Il se dit volontiers sous cap que pourtant elles ont, gendarmerie et police, des relations peu simples. Mais elles ont poursuivi et approfondi ces relations, appris à mutualiser leurs moyens, leur formation continue,
à échanger leurs expériences et méthodes, et on pouvait très bien en rester là. Mais ce n'est pas votre choix. Pourtant, on a également pu, à cette occasion, mesurer tout ce qui différencie un policier d'un gendarme. Les conditions de travail, les rémunérations, le logement, l'action sociale, les droits d'expression des uns et des autres, et bien sûr, le sens de l'engagement militaire. Pour mettre en œuvre le transfert que vous demandez, et qui ne se résume pas seulement à l'aspect budgétaire, il vous faudra porter atteinte à l'unité de la gendarmerie, maintenir les uns hors du champ du ministère de l'Intérieur, les gendarmeries spécialisées, maritimes, de l'air, de l'armement, et pour les autres, régler entre défense et intérieur de multiples questions de soutien, d'action sociale, de santé, plus important encore, de maintien en condition opérationnelle des équipements, pour lesquels d'ailleurs on ne sait plus très bien où se trouvent les budgets. Enfin, en ce qui concerne proprement dit le personnel, c'est-à-dire les gendarmes, il y aura entre les deux ministères des compétences transférées, des compétences partagées, des compétences demeurées. Parfois les nuances paraissent obscures, ainsi en est-il de la discipline à la défense et de la notation à l'intérieur. Madame la ministre, pourquoi ferait-on simple quand on peut faire aussi compliqué? Nous le voyons bien. En la détachant ainsi des armées, la gendarmerie, on peut le craindre, elle aura bien du mal à conserver longtemps son statut militaire. Je sais que vous vous en défendez, mais c'est pourtant ainsi. La loi que vous portez aujourd'hui ouvre cette voie. Et attachés que nous sommes aux deux forces de sécurité, nous ne vous suivrons pas sur ce chemin. Depuis une vingtaine d'années, l'organisation territoriale de ces deux forces de sécurité a bien évolué. Elle s'est adaptée à la nouvelle géographie des collectivités. Aujourd'hui, le partage du territoire entre police et gendarmerie paraît assez clair. La gendarmerie qui avait et qui a dans ses missions la surveillance du territoire est plus particulièrement destinée à la sécurité des campagnes et des voies de communication, c'est-à-dire l'article 1er du décret de 1903. Pour ce faire, elle s'est réorganisée en regroupement puis en communauté de brigades sur nos territoires ruraux. D'une manière générale, cette implantation est maintenant comprise des élus locaux et plutôt appréciée, d'autant que les relations entre collectivités, élus et gendarmerie se sont, au fil du temps, formalisées et améliorées. Il y a un attachement évident à la gendarmerie, considérée comme acteur principal de la sécurité et de la tranquillité des habitants dans les zones rurales. Mais je dois vous le dire ici, Madame la Ministre, ce qu'ils craignent nos concitoyens et les maires de nos campagnes, c'est le non-remplacement des effectifs. Ce sont les rumeurs de nouveaux regroupements, de fermeture des brigades et la baisse des effectifs annoncés, qu'elles soient inscrites en loi de finances ou à cause de la RGPP. Pour eux, il n'y a pas de différence. Et à propos du texte qui nous occupe aujourd'hui, ils imaginent bien qu'on pourrait alors tellement plus facilement demander aux gendarmes d'aller renforcer la police dans des zones plus urbaines et délaisser ainsi leurs communes. Voilà ce qu'ils craignent, voilà surtout ce qu'ils ne veulent pas, et on peut les comprendre. En conclusion, ce qui importe pour vous et pour nous, c'est de travailler à assurer convenablement sur l'ensemble du territoire la sécurité publique. Nous disons à quoi bon cette loi? Une loi qui, au lieu de simplifier, complique, ne peut pas être un gage d'efficacité future. Une loi qui conduit la gendarmerie sur des voies incertaines où elle pourrait perdre sa spécificité, son âme même, une loi qui rompt avec notre tradition républicaine enracinée dans ce pays, une loi crainte et mal comprise de beaucoup, ne peut pas être une bonne loi. Vous aurez compris, Madame la Ministre, que pour une telle loi, vous ne trouveriez pas notre concours. La parole est à notre collègue Jo Kerguéris. Allez, Jo. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues,
Le débat qui nous réunit aujourd'hui sur le projet de loi sur les dispositions relatives à la gendarmerie nationale fait suite aux réflexions conduites par le groupe de travail de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, présidé par notre collègue Jean Faure, que je salue ici. Actualisant des dispositions législatives et réglementaires un peu datées, le projet de loi permet d'adapter cette arme aux nouvelles réalités territoriales et sociales qui sont celles de notre pays aujourd'hui. Vous savez, Madame la Ministre, comme le sujet est sensible à la réflexion des parlementaires de province, des zones rurales, dont je fais partie, car la gendarmerie est présente, nous souhaitons même qu'elle y soit omniprésente, et ce au quotidien. Mais rappelons-le aussi, la gendarmerie est aussi présente dans cette maison, et c'est l'occasion pour nous de saluer le dévouement et la compétence des personnels de la garde républicaine qui veillent à la sérénité de nos débats. Le texte que vous nous proposez propose d'abord à notre réflexion un rattachement organique de la gendarmerie nationale au ministère de l'Intérieur. À partir du 1er janvier 2009, il ne s'agit pas là d'une inflexion majeure. Nous l'avons constaté depuis de nombreuses années, un rapprochement s'était déjà opéré, et ceci dans le cadre d'une longue évolution. Nous voilà seulement au bout de cette évolution qui considère que le gendarme, avec son statut propre, est le complément du policier et vice-versa. Madame la Ministre, vous serez désormais responsable de l'organisation de la gendarmerie, de sa gestion, de son emploi et de l'infrastructure militaire qui lui sera nécessaire. Mais, et cela est très important, la gendarmerie nationale, d'autres l'ont dit avant moi ici, conserve son statut militaire et il n'est nullement question d'une fusion avec la police car l'article 1er du projet dit bien qu'elle demeure une force armée. Force armée dont les missions sont parfaitement définies tant en matière de sécurité intérieure, police administrative, maintien de l'ordre, de renseignement, d'information, de protection des populations, qu'en ce qui concerne ses missions judiciaires et ses missions militaires. Ainsi, pour la première fois, le texte reconnaît l'une des spécificités essentielles de la gendarmerie nationale, qui réside dans sa capacité de s'engager dans les crises de haute intensité, voire dans les conflits armés, et Dieu sait si les opérations extérieures que nous vivons le requièrent. Mais les officiers et les sous-officiers de gendarmerie restent bien des militaires soumis au statut général des militaires. Ils conservent bien leurs obligations et leurs sujétions particulières auxquelles sont soumis les militaires de la gendarmerie nationale, qui découlent à la fois de leur statut militaire et de leur mission de police, et notamment en matière de logement en caserne, et que l'on doit considérer, convenons-en, plus comme une contrainte que comme un avantage, quoique le prétendent certains. Cependant, le projet de loi a prévu de placer les responsables locaux des services de la police nationale et des unités de gendarmerie sous l'autorité des préfets. Dans un amendement qui sera soumis à nos collègues, la Commission des affaires étrangères des forces armées a préféré ne pas retenir cette expression car elle estime que l'affirmation de l'autorité des préfets sur les commandants locaux de gendarmerie était susceptible de porter atteinte au principe d'obéissance hiérarchique consubstantiel au statut militaire de la gendarmerie, et je pense qu'il faut soutenir cette position de la Commission. Cette disposition nouvelle vis-à-vis du préfet induit nécessairement la suppression du principe de réquisition des forces armées pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre. Pardonnez-moi de me rappeler que quand on parlait de réquisition des forces armées, c'était un temps où, pour maintenir l'ordre, il a été aussi possible de recourir à la troupe. Nous sommes quelques-uns ici à avoir vécu les grands événements de 1948. L'organisation du maintien de l'ordre en France, compte tenu de la gendarmerie mobile, de la présence des gendarmeries mobiles, des compagnies de CRS, ne se fait plus du tout dans le même contexte. Donc ceci peut ne pas soulever de problème insurmontable dans la mesure
où les commissions et des forces armées et des lois ont préféré conditionner la suppression de la procédure de réquisition pour l'emploi de la gendarmerie au maintien de l'ordre à l'instauration d'une nouvelle procédure d'autorisation pour le recours aux moyens militaires spécifiques, comme les véhicules blindés, pour l'usage des armes au maintien de l'ordre, tant en ce qui concerne les gendarmes que les policiers. Ces amendements sont de nature à répondre aux interrogations que le gendarme se pose. Il faut ajouter que l'objectif d'une parité globale de traitement et de carrière entre gendarmes et policiers est l'une des conditions de la pérennité du statut militaire, et les dispositions concernant la reconnaissance d'une grille indiciaire spécifique vont dans ce sens. Si elle conserve son statut militaire, la gendarmerie demeure en charge de la prévôté militaire vis-à-vis des autres composantes de nos forces armées, et les attributions de l'autorité judiciaire pour les missions du même nom sont préservées. Nos collègues de la commission des lois ont aussi souhaité qu'il soit inscrit dans le code de procédure pénale le principe du libre choix du service enquêteur par l'autorité judiciaire, et c'est un souhait que personnellement je partage. Enfin, le projet de loi propose une gestion rénovée des ressources humaines en vous confiant, Madame la Ministre, une compétence de principe en matière de gestion des ressources humaines des personnels de gendarmerie, partagée à chaque fois que nécessaire avec votre collègue de la Défense. Toutefois, le ministre de la Défense continuera d'exercer les compétences indispensables en matière de discipline, et il est prévu de mieux reconnaître la place et le rôle important joué par la réserve. Avant de conclure, je voudrais attirer votre attention sur et je le fais devant ma collègue Anne-Marie Payade ici présente, sur le sort des gendarmes originaires d'un département d'outre-mer. Dans certains de ces départements, le pourcentage des gendarmes appartenant d'origine à ces départements est souvent modeste, et ceci pose parfois des problèmes de contact avec la population, de connaissance des pratiques locales, des mentalités, voire de la langue. Aussi, à l'occasion du rapprochement du statut police-gendarmerie, les militaires originaires d'un département d'outre-mer aimeraient bénéficier d'un statut comparable à celui de leurs homologues de la police nationale, à savoir la possibilité de pouvoir revenir chez eux après une période passée sur le territoire métropolitain qui soit moins longue que ce qui existe en ce moment. Il y a là une préoccupation légitime à laquelle il serait souhaitable que le gouvernement soit attentif. En conclusion, sachez, Madame la Ministre, que, sous réserve expresse de le voir enrichi des amendements déposés et défendus par la Commission des lois et par la Commission des forces armées, le groupe de l'Union centriste apportera son appui au projet de loi relatif à la gendarmerie. Et si la gendarmerie nationale demeure bien dans ce projet, je le disais tout à l'heure, une force armée, je forme le vœu qu'elle demeure, comme elle le fut pendant des décennies, pour l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi pour l'ensemble de nos territoires, présente, vigilante, bienveillante, pour faire mentir cette affirmation de Paul Valéry qui dit que la faiblesse de la force est de ne croire qu'à la force. Merci, je vous